Autre chose, on a vu l'insuline, je ne détaille pas plus, on a déjà dit beaucoup de choses, on passe au microbiote. Donc, microbiote, c'est cette flore intestinale. La qualité de notre flore intestinale, notre microbiote, il conditionne la performance de notre métabolisme. Je vous rappelle, performance de notre métabolisme, c'est la capacité que notre métabolisme a à fabriquer de l'ATP sans en perdre. C'est une chaudière. Voilà. Plus on fabrique de l'ATP, plus on fabrique cette énergie, cette calorie, plus notre métabolisme est performant et moins on grossira et plus on aura de l'énergie pour plein de choses. Pas simplement pour bouger, mais aussi pour notre immunité, pour le fonctionnement de nos hormones, pour plein de choses qu'on appelle, je dirai un petit peu plus, mais déjà je vous annonce l'affaire, pour ce qu'on appelle les fonctions anthropiques de la mitochondrie. Vous retenez, c'est un très joli mot, ça fait très bien entre la poire et le fromage, entre le fromage et la poire. Voilà. Ok, on va en reparler. Les causes donc, de la dégradation du microbiote, il y en a plusieurs. Au départ, c'est vrai qu'il y a une espèce de déterminisme. Au départ, c'est la qualité du microbiote maternel. C'est-à-dire, effectivement, quand on est enceinte et qu'on est une maman, notre microbiote, il va infuser dans celui du bébé. Donc, la qualité du microbiote maternel, si déjà la qualité n'est pas bonne, l'enfant qui va naître derrière, il ne va pas hériter de quelque chose de terrible. Et on sait actuellement, c'est d'ailleurs en ça qu'il y a une problématique pour nos sociétés d'amaigrissement qui ne fait que s'accentuer. On sait que 70% des problèmes de poids sont liés à notre hérédité. Il y a donc simplement 30% qui sont liés à nos modes de vie. Donc il y a un sacré déterminisme et ça explique vraiment pourquoi c'est en train d'augmenter. Autre chose, alors oui, ça a été mis en évidence, les accouchements par césarienne, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau du microbiote, est un problème, simplement parce que à la naissance, l'enfant, quand il arrive par voie naturelle, la voie naturelle lui permet de récupérer l'immunité maternelle. C'est vraiment bien fait. Voilà. Et par césarienne, il ne la récupère pas. Donc, il a un déficit d'immunité. Ce déficit d'immunité va se sentir sur la détérioration du microbiote. Alors, ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui sont nés par césarienne qui vont bien. Mais on sait que, par exemple, il y a un pays qui a extrêmement souffert du Covid, qui s'appelle le Brésil. Et dans ce pays-là, la césarienne est quelque chose d'assez systématique. Et en fait, c'est totalement... on le sait, c'est vraiment aussi en lien avec cette pratique-là. Alors, autre chose, là, encore un truc pour mettre les pieds dans le plat. Là, on va friser le complotisme, mais j'assume, parce que de temps en temps, le complotisme, il n'est pas toujours du côté qu'on pense. Donc, la vaccination avant 6 mois. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se vacciner. Je dis simplement qu'il y a certains modes de vaccination qui ne sont pas pertinents. La vaccination avant 6 mois, effectivement, elle a un effet sur la qualité du microbiote. Notamment à travers ce qu'on appelle, dans l'immunité, à travers la maturité de ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs sont donc des globules blancs dont le rôle est d'être des médiateurs dans le système immunitaire entre ce qui est les phénomènes de défense, donc notre immunité elle est là pour se défendre par rapport à une agression, et les phénomènes de tolérance. Il faut absolument tolérer, sinon on ne peut rien manger. Quand on est allergique, c'est qu'il y a un problème avec le système immunitaire dans ses fonctions de tolérance. Voilà. Et ça, c'est en lien avec les lymphocytes T régulateurs. Donc la vaccination avant 6 mois, ou, là je ne l'ai pas mis, mais je vous dis, ou la survaccination. Alors qu'est-ce que c'est la survaccination? Je ne sais pas, ça va être très spécifique. Mais la survaccination et la vaccination avant 6 mois sont délétères pour les lymphocytes régulateurs. Donc délétères pour la qualité du microbiote.
Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une référence connue de tous les gens qui travaillent sur l'immunité, de tous les scientifiques. Bon, c'est vrai que là aussi, c'est des choses qu'on ne dit pas trop. Il y a des enjeux financiers derrière. Autre cause, plusieurs antibiothérapies à bas âge. Ça se comprend. Qu'est-ce qu'un antibiotique? C'est quelque chose qui tue la vie. Un antibiotique, ça tue des bactéries dans votre intestin. Donc, plusieurs antibiothérapies à bas âge, alors que la flore intestinale, elle n'est pas mature, c'est une dégradation de la flore intestinale. Et ça, ouais. Alors, c'est vrai qu'on entend depuis plusieurs années que les antibiotiques, c'est pas automatique, hein. Mais il faut aller un petit peu plus loin même que ça. Et alors, bien sûr, autre cause, le déficit nutritionnel chronique. Là, je l'explique aussi sur la conférence précédente. Hein. Déficit nutritionnel chronique, notamment en fibres alimentaires. Je vais en reparler un peu plus loin. Les fibres alimentaires, c'est vraiment ce qui enrichit notre microbiote. Fibres alimentaires qu'on trouve dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, etc. Donc ce déficit-là, c'est un déficit justement d'apport pour nos bactéries, qui sont des bactéries pertinentes de notre flore intestinale. Et bien sûr, il y a alors il y en a qui parlent de fast food. Moi, je pense qu'on peut se le dire à la française. Il y a là des fast food, la junk food, là tout ça. Ça, c'est une catastrophe hein, pour le microbiote. Et c'est vrai que du coup, ça explique aussi pourquoi on est en train de progresser au niveau des problématiques de surpoids. Parce que pour plein de gens, ce type d'alimentation, elle est, voilà, c'est l'alimentation fun, quoi. Pas pour le microbiote. Voilà, je ne vais pas insister. Après, si vous avez envie de temps en temps de vous faire un petit fast food de temps en temps, c'est pas le souci. Mais c'est quand ça devient régulier que c'est le problème. Alors, je continue avec le microbiote. Des apports quotidiens en fibres alimentaires. J'en ai parlé juste avant. Les fibres alimentaires, ce sont des prébiotiques. C'est-à-dire la nourriture des probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries de notre intestin. Donc, nos bonnes bactéries doivent se nourrir en prébiotiques. Ce sont essentiellement ces fibres alimentaires. Des apports quotidiens en fibres alimentaires, les conséquences, c'est chute de la masse grasse et hausse de la masse musculaire. C'est-à-dire que, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va favoriser la glycogénèse au détriment de la lipogénèse. C'est moins de prise alimentaire parce que ça favorise sur le plan hormonal les sensations de satiété. On va revoir ça après. Ça augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, plus vous êtes sensible à l'insuline, moins votre corps a besoin de faire des décharges d'insuline. Et du coup, moins vous anabolisez. C'est très efficace aussi pour ce qu'on appelle la stéatose hépatique, hein, ce qui est aussi une chose qu'on voit de plus en plus, même chez les gens qui ne boivent pas, puisqu'on a de plus en plus des stéatoses hépatiques en lien avec la consommation des sodas, puisque la stéatose hépatique est directement liée avec la consommation du fructose sans effort physique. Voilà. Et ça, pareil, hein, j'explique ça très bien dans ma conférence précédente. Mais, donc, les fibres alimentaires limitent ce phénomène-là. Moins de lipides plasmatiques, c'est vrai que les lipides, ils sont dans le sang, mais ils sont aussi dans le plasma. Hein. Donc, les lipides dans le sang, c'est pas le plus gros problème. Les lipides dans le plasma, c'est aussi quelque chose de problématique. Donc, les lipides, les matières grasses. Hein. Moins d'inflammation. Je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure avec l'histoire des sportifs, ces histoires d'inflammation par endotoxinose. C'est-à-dire que l'endotoxinose, c'est un phénomène où le corps, au lieu de fabriquer ce qu'on appelle des endomorphines, des choses qui réduisent la douleur, qui sont en fait anti-inflammatoires, il fabrique l'inverse. Il fabrique des
exomorphines. Ces exomorphines, on appelle ça des endotoxines. Voilà. Donc ce sont des toxines fabriquées par le corps lui-même. C'est endogène. Cette endotoxinose, eh ben, elle est liée, entre autres, au déficit d'apport en fibres alimentaires. Voilà. Mais elle peut être aussi liée à des erreurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, en lien avec les pratiques sportives. Elles renforcent la barrière intestinale, ces fibres alimentaires. Hein. En fait, elles ont un rôle de cicatrisation, de renforcement et de cicatrisation. La barrière intestinale, c'est fondamental. C'est notre douane, hein, entre le monde extérieur et le monde intérieur de notre corps. Nos intestins, je le dis assez souvent, si on s'amuse à récupérer les intestins d'une personne adulte, qu'on dépile tous les intestins, c'est la surface d'un terrain de tennis. Voilà. Donc c'est un filtre fantastique, extraordinaire. Ce filtre-là, eh ben, il faut qu'il soit en bon état. Voilà. Et pour être en bon état, il ne faut pas qu'il soit endommagé. Et une des choses de le garder en bon état, c'est ces apports quotidiens en fibres alimentaires. Et hausse de la sensibilité à la leptine. La leptine, c'est cette fameuse hormone de la satiété. Quand on aide la sécrétion de leptine avec plein d'aliments, notamment en mangeant du gras, du bon gras. Hein, ça, j'en parlais aussi de la dernière conférence, en mangeant des protéines, mais aussi avec les apports en fibres alimentaires. Donc vous voyez la qualité du microbiote en lien avec ces apports de fibres alimentaires. Alors vous me dites, mais pourquoi il insiste vraiment avec ça? Ben, simplement pour vous faire voir que ces choses-là, simplement par des apports en fibres alimentaires, c'est ce qui génère une reprogrammation métabolique. Rappelez-vous, je vous ai dit en introduction que les problèmes de poids, ce n'était pas une histoire calorique, c'était une histoire métabolique. Là, déjà, on commence à reprogrammer le métabolisme de façon à ce que ce métabolisme soit plus efficient. Okay? Mais surtout, j'insiste là-dessus par rapport à ça. Les fibres alimentaires, donc je vous ai nommé, légumineuses, céréales, complètes, etc., ont les mêmes effets que les fameux sémaglutides. Oh, quel joli mot, les sémaglutides. Généralement, vous n'entendez pas ce mot-là. Généralement, vous entendez Ozempic, Wegovy, etc., etc. C'est la grande mode. Les élites de notre planète utilisent ça. Je veux dire, là-bas à Hollywood, ils ont tous bouffé des sémaglutides. Hein, parce qu'arrivés à 40 ans ou 50 ans, ils se sont tous dit, mince, on est l'élite d'une certaine façon de cette humanité, et notre corps, il est en train d'anaboliser. Oh là là, donc il faut trouver la pilule miracle. Donc voilà, on prend ces sémaglutides. Parce que c'est beaucoup plus simple de prendre une pilule plutôt que de réfléchir à la façon dont on se nourrit. Donc, ces fibres alimentaires sont les mêmes effets. C'est les mêmes effets, les effets de ces sémaglutides, c'est ralentissement de la vidange gastrique, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose dans l'estomac, ben, ça va diffuser plus lentement donc, dans votre intestin. Si ça diffuse plus lentement dans votre intestin, il faut comprendre la logique, c'est que ça va plus lentement rentrer dans le sang. Donc si ça rentre plus lentement dans le sang, ça va pondérer les montées de glycémie dans le sang. C'est tout. En fait, autrement dit, plus on va doucement, même d'un point de vue gastrique, moins on fait des pics d'insuline. Okay. Et donc c'est du coup la conséquence derrière, vous voyez, c'est la réduction de ces pics de glycémie, là, et c'est l'augmentation de la satiété. C'est l'augmentation de la satiété parce que ce ralentissement gastrique fait qu'il y a tout un tas d'hormones qui ont le temps de se mettre en route, qui ont le temps d'être activées, et la sensation de satiété, elle arrive de façon plus naturelle. Voilà. Mais aussi parce que ça joue sur ce qu'on appelle un agoniste, c'est la truc d'après, du GLP-1. Voilà. Alors,
Ça, c'est ce que vous entendez par rapport au Wegovy, Mounjaro, l'Ozempic, etc. C'est ce qu'on appelle ces fameux médicaments miracles, qui sont, comme les fibres alimentaires, sont des agonistes de l'hormone GLP-1. GLP-1, c'est un acronyme anglais, Glucagon-like peptide 1. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails, juste retenir un truc, ça peut peut-être vous donner un petit sens. Glucagon, c'est simplement une hormone antagoniste à l'insuline. C'est-à-dire, l'insuline est anabolisante, le glucagon, c'est l'inverse, c'est catabolisant. Okay. Donc, glucagon-like peptide 1, cette hormone-là, quand on parle d'agoniste à une hormone, un agoniste, en physiologie, en médecine, c'est quelque chose qui prend la place d'un récepteur. Donc on a des récepteurs à cette hormone dans le corps qui sont là pour être activés. Quand ils sont activés, eh ben, on augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, comme vous l'avez bien compris, plus on augmente la sensibilité à l'insuline, moins on risque de grossir. Voilà. Et du coup, ils ont fabriqué quelque chose qui va activer ces récepteurs. C'est ce qu'on appelle les agonistes à l'hormone. Ok. Ces trucs-là, ça permet, moins que les fibres alimentaires, mais ça permet aussi, alors, l'activation de l'hormone GLP-2 pour la cicatrisation intestinale, donc meilleure qualité de la paroi intestinale, c'est moins d'inflammation, c'est plus intéressant. Et ça permet l'activation aussi de la peptide YY, c'est en lien donc avec la sensation de rassasiement. Bon, ok, donc ces médicaments miracles, ça joue là-dessus. Sauf que, comme tout apport exogène à notre corps derrière, il va y avoir des choses pas prévues. Et ces choses pas prévues, maintenant on a le retour, hein, c'est, premièrement, c'est une perte de masse musculaire. C'est-à-dire que ces trucs-là, ça vous fait maigrir, oui, mais ça vous fait brûler aussi de la fibre musculaire. Ça vous fait pas, c'est pas que de la lipolyse, c'est aussi de la perte en protéines, donc en fibre musculaire. Et ça a été quantifié, c'est 22% de la masse musculaire qui s'en va. Quel intérêt de maigrir si on perd du muscle? Bon, voilà. C'est aussi ce qu'on appelle un plateau au bout de 1 à 2 ans de perte de poids. Hein, ça, ce plateau, il a été identifié, il est reconnu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens qui sont qui utilisent ces molécules, déjà c'est au quotidien, voilà, et au bout de 1 à 2 ans, c'est fini. Il y a un plateau. En fait, ils continuent à prendre ces molécules-là simplement pour ne plus regrossir. Parce que s'ils les arrêtent, ils regrossissent. Donc ils sont sur un plateau et c'est terminé. Et le plateau, on voit bien que souvent, ils arrivent à perdre un peu du poids, mais si votre objectif c'est de perdre 20 ou 30 kilos, c'est pas ça, hein, c'est pas 20 ou 30 kilos avec ces trucs-là. C'est 10, 15 dans le meilleur des cas. Après, c'est un plateau. Et bien sûr, il y a des inconforts digestifs multiples et variés, qui vont être très subjectifs là, en fonction des personnes. Des inconforts digestifs qui peuvent être des nausées, des diarrhées, ou plein d'autres choses. Bon, donc le miracle de ces produits-là, il est quand même relatif. Par contre, voilà, oui, je vais trop vite, parce que je reste là. Par contre, les fibres alimentaires, vous allez avoir les mêmes effets, donc elles, ce ne sont pas des agonistes de l'hormone GPL1, elles ne sont pas agonistes, elles activent les récepteurs de l'hormone GPL1. Voilà, elles sont faites pour ça. Voilà. Elles activent l'hormone GLP1, GLP2, etc. Donc, quand on a cette alimentation régulière en fibres alimentaires, on a les effets de ces produits-là sans les inconvénients. Et en plus, je ne sais pas, vous vérifierez le prix d'une lentille, même Sabaro, hein, d'un paquet de lentilles Sabaro par rapport au prix d'une boîte de Wegovy. Hein. Ouais.
faudrait voir si la sécurité sociale ne veut pas rembourser les lentilles. Allez, on passe à autre chose. Rapide celle-là. Là, je vous ai fait les deux gros trucs. Hein. Là, ça va aller un petit peu plus vite. La perte de blé que notre corps va pouvoir atteindre, avoir à récupérer les graisses qui sont dans ces sacs à graisse, dans les adipocytes, à les extraire et à les transformer en ATP. C'est la lipolyse. L'inverse, c'est la lipogénèse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas du tout instinctif, c'est que l'apport quotidien d'acides gras, mais pas n'importe lesquels, donc l'apport quotidien de graisse, mais de type oméga 3, les oméga 3, alors il y a plusieurs oméga 3, notamment les EPA. EPA, c'est un acronyme du nom de ces oméga 3 dont j'ai oublié, c'est un nom à rallonge. Bon, favorise le déstockage donc, de ces sacs à graisse, de ces adipocytes, favorise la lipolyse. Ce qui veut dire que, en fait, si on veut aider notre organisme à être efficace pour consommer ces réserves qu'on a de gras, eh ben, il faut manger gras. Mais pas n'importe quel. Il faut manger régulièrement, quotidiennement, des oméga 3. C'est un petit peu plus subtil que ça, mais là c'est pareil, je l'ai assez développé dans la conférence d'avant. C'est-à-dire qu'il faut manger gras, mais il faut arriver aussi à équilibrer les apports entre les oméga 6 et les oméga 3. C'est-à-dire qu'il y a un ratio entre les deux qu'il faut équilibrer. Baisser la quantité d'oméga 6, augmenter la quantité d'oméga 3, de façon à avoir le ratio idéal qui est entre 3 et 5 oméga 6 pour un oméga 3. Sachant qu'actuellement, dans nos sociétés, en France, on est aux alentours de 15-20 oméga 6 pour un oméga 3. Donc ça ne marche pas. Donc on n'active pas la lipolyse. Et au contraire, on enflamme. Alors les fameux aliments riches en EPA, les poissons, surtout les poissons gras. Alors bien sûr, on entend dire ouais mais saumon, thon, tout ça, en haut de la chaîne alimentaire, ce sont des poissons qui sont intoxiqués au mercure, on bouffe du mercure. Ouais, c'est vrai. On en mange pas régulièrement, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les éliminer. Il ne faut pas forcément les éliminer parce que notre corps il a des facultés de détoxication. Voilà. Et il a en plus des facultés d'adaptation à des toxiques. C'est ce qu'on appelle la loi de... le mot vient de passer dans ma tête et de s'en aller. La loi de l'hormonèse. Il y a une loi en tout cas. C'est juste pour dire que c'est certain, il y a beaucoup de poissons qui sont un peu intoxiqués, mais le déficit en consommation de poissons gras est plus un problème. Après, on a des petits poissons gras qui, eux, sont beaucoup moins intoxiqués. Donc, sardines, maquereaux, anchois, harengs, etc. Flétans, etc. Bon. On trouve aussi, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne mangent pas des poissons parce qu'ils ont des régimes particuliers. On trouve aussi ça dans les oléagineux, noix, lin, chanvre, graines de chia. On trouve aussi ça dans certains végétaux. La mâche, le pied, les turoquettes, choux de Bruxelles, etc. Mais aussi, c'est là que j'avais envie d'insister, parce que là, culturellement, ça nous impacte. C'est aussi dans les viandes et les fromages dont les animaux sont nourris de façon, on va dire, entre guillemets, sauvage. Donc, se sont nourris de façon naturelle. Donc, nourris, pour ce qui est de nos vaches, par exemple, en pâture ou au foin l'hiver. J'explique. Pourquoi il y a plus d'oméga 3 dans les poissons? Parce que souvent les poissons, ils se débrouillent pour bouffer. Ils ont une alimentation sauvage. Mais il y aurait autant d'oméga 3 si vous êtes chasseur et que vous bouffez du gibier. Et il y a aussi beaucoup d'oméga 3 dans une vache qui est en label fin gras du Mézin. Parce que le label oblige à ce que ce soit une vache qui est pâturée l'été et qui est du foin l'hiver. Et pareil dans son lait. Là, par exemple, vous prenez certains, je pense souvent au Beaufort ou au Comté, mais un Beaufort d'alpage. Donc ces bêtes qui ont été nourries en alpage, donc elles ont une alimentation sauvage. Ce fromage-là, ce Beaufort, il est riche en oméga 3.
de fait. Et à l'inverse, à l'opposé, des animaux qui ont été nourris par les principes de l'agro-industrie ont des viandes ou du lait qui sont riches en oméga 6. Donc le déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6, c'est ce que j'explique dans la conférence d'avant, c'est aussi en lien au mode de nourriture de l'agro-industrie de nos animaux. Ok? Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je dis les oméga 3, il y a plein aussi de façons de les trouver, mais il y a cette espèce de logique, d'intelligence à avoir. Qu'est-ce qu'on mange les animaux? En fonction de ça, je vais avoir plus d'apport en oméga 3. Ou moins. Et c'est aussi en ça qu'il y a un label qui est très intéressant, qui est le label Bleu Blanc Cœur. Puisque c'est un label qui a développé ça. C'est, à la rigueur, c'est un label, enfin, à la rigueur, c'est pas à la rigueur, mais c'est un label qui fait de l'élevage, certes. Les animaux ne sont pas forcément en sauvage, mais qui fait un élevage de façon à ce que ce soit comme si les animaux s'étaient nourris de façon sauvage. Ce label, on le trouve sur les Saint-Jean. J'ai vu que Girard, il avait des œufs Bleu Blanc Cœur, par exemple. On a le réseau U qui en distribue pas mal des produits Bleu Blanc Cœur. Dites-vous bien aussi que quelqu'un qui a des œufs bio avec ses poules qui font ce qu'elles veulent et il n'a pas besoin d'un label Bleu Blanc Cœur. Les œufs sont Bleu Blanc Cœur. Je veux dire parce que elles ne sont pas en batterie à bouffer des saloperies. Toc. Prise de poids et faiblesse hormonale. Alors, vous savez qu'on a un truc qui s'appelle la thyroïde. Voilà. C'est pas que j'ai les boules, c'est que j'ai une thyroïde. Voilà. La thyroïde a un rôle majeur dans le métabolisme. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que si votre thyroïde faiblit, votre métabolisme s'abaisse. Si votre thyroïde forcit, votre métabolisme augmente. Voilà. C'est indexé. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est quand on veut maigrir, c'est de s'intéresser à la qualité de notre thyroïde. Est-ce que notre thyroïde est en forme ou est-ce qu'on est en hypothyroïdie? Si on est en hypothyroïdie, même si on fait les choses très bien, la perte de poids c'est compliqué. Parce que notre métabolisme va fonctionner au ralenti, parce que notre thyroïde fonctionne au ralenti. Ok? Bon, mais pourquoi notre thyroïde va fonctionner au ralenti? Il y a plusieurs causes. Moi, je vous identifie ici 2 causes en lien avec l'alimentation. Attention, il y en a d'autres qui ne sont pas en lien avec l'alimentation. Mais celles qui sont en lien avec l'alimentation, et là c'est des grands pavés dans la mare, mais c'est la réduction calorique. Alors allez-y, Voilà, partez bien sur cette espèce d'injonction de départ qui est de dire, voilà, le problème de poids, il est simple, il suffit que je mange moins et je vais maigrir. Ok, ça va marcher au début, à long terme, vous affaiblissez votre thyroïde, terminé. Après, vous avez un métabolisme de base, vous vous souvenez des chiffres au départ, le métabolisme de base, il est faussé. Votre métabolisme de base, il est très bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle, comment on dit ça, c'est la galère de l'obèse, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait tellement de régimes, et notamment des régimes hypocaloriques, c'est que après, il est en hypothyroïdie, et c'est terminé. Le moins de trucs qu'il bouffe, il prend du poids. Parce que s'il a un syndrome métabolique, il a résistance, il a résistance à l'insuline. S'il est en inflammation, il aura un microbiote dégradé, et en plus il aura affaibli sa thyroïde simplement parce qu'il aura fait des réductions caloriques pendant trop longtemps. Et autre chose, parce que ça aussi c'est devenu la mode, et là ça vient en ce moment la mode, c'est un petit peu moins la mode de la réduction calorique, mais enfin quand même, j'entends toujours quand même parler de la méthode Weight Watcher. Weight Watcher c'est réduction calorique. Bon, basta. Voilà. La réduction d'apport en glucides. Alors là, c'est la grande mode. Le low carb. Low carb, en anglais, bas carbone. Pourquoi carbone? Parce que les glucides, ce sont chimiquement des carbones.
Voilà. Ou les régimes cétogènes. Voilà. Donc c'est régime où on mange que gras. Voilà, très bien. Ok. Ça va marcher un certain temps. Je suis d'accord, ça marche au début. Voilà. Par contre, si ça devient votre habitude nutritionnelle, si ça dépasse plusieurs mois, votre thyroïde, pas d'abord. Et après, c'est fini. Hein. Voilà. C'est fini. Après, la thyroïde, une fois une fois qu'elle a fait vie, elle a fait vie. Et lui permettre de retrouver de la puissance, c'est pas simple. C'est vraiment compliqué. Donc, vous voyez, voilà, la réduction des apports en glucides. Alors, ça, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est la mode. Donc, toujours ces deux grosses erreurs, réduction calorique, réduction des apports en glucides, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère? Bon. Premièrement, ça génère des hormones du stress. Quand vous réduisez vos calories, hein, c'est hormones du stress. Donc les hormones du stress, derrière, ça vous envoie ces fameuses hormones qui sont hyperglycémiantes. Ces hormones hyperglycémiantes, elles sont au nombre de 3, glucagon, cortisol, adrénaline. Si elles sont hyperglycémiantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles partent du principe, parce que le corps il a une intelligence, elles partent du principe que vous avez tellement réduit les apports dans le corps qu'il ne va pas y avoir assez de sucre dans le sang. Donc elles vont fabriquer de façon endogène du sucre dans le sang, donc elles sont hyperglycémiantes, voilà, pour qu'il y ait suffisamment de sucre pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Sauf que quand ça se fait de façon chronique, c'est une hyperglycémie chronique. C'est-à-dire que vous ne mangez rien et vous êtes toujours en hyperglycémie. Donc vous êtes toujours en hyperglycémie, donc derrière, vous êtes toujours en sécrétion d'insuline, donc vous accentuez la résistance à l'insuline. Donc vous accentuez l'anabolisme. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que le stress en lui-même, qui peut être d'origine autre que nutritionnelle, est quelque chose qui fait grossir. Même le stress émotionnel. Bon, donc du coup, ça génère cette fameuse résistance à l'insuline, je viens d'expliquer. Ça génère, alors ça je l'ai mis pour les messieurs. Bon là, on n'a pas forcément des mâles dominants dans la pièce, hein, mais ceci dit, il y en a pour certains, je leur dis quand même, c'est quand même 37% en moins de fabrication de testostérone. Voilà, c'est une histoire à savoir. Hein. Voilà. Et ça génère aussi une perte en oméga 3. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cette situation de stress où l'organisme a besoin de lancer ces hormones du stress pour remettre du sucre dans le sang et les fabriquer de façon endogène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler des graisses. Et il va brûler en particulier et prioritairement des oméga 3. Il va les sacrifier. Donc vous sacrifiez ces oméga 3 qu'on a du mal à avoir dans notre alimentation, hein, pour faire monter le taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle les néoglucogénases. Donc là on a les oméga 3 qui sont, voilà, qui ont le syndrome Jeanne d'Arc, hein, si on peut dire. Et donc forcément dérèglement de la thyroïde. Alors j'ai mis ça parce que je me suis dit peut-être qu'il y aura des médecins ou des infirmiers, des infirmières. Simplement, puisque moi j'ai plein de gens qui me disent ouais, non mais moi on m'a fait ma TSH, j'ai pas de problème de thyroïde. Bon, déjà, la TSH, c'est pas une hormone qui est sécrétée par la thyroïde. La TSH, c'est une hormone qui est sécrétée en amont de la thyroïde par l'hypophyse. Voilà, et l'hypophyse sécrète de la TSH pour activer la thyroïde. Voilà. Pourquoi activer la thyroïde? Parce que la thyroïde, il faut que le métabolisme fonctionne bien. Donc si la thyroïde est un petit peu faiblard, l'hypophyse fait de la TSH, elle active la thyroïde pour la relancer. Ok, très bien. Sauf que quand on a activé la thyroïde, c'est parfait, mais est-ce que l'activation de la thyroïde sur le plan fonctionnel derrière génère suffisamment d'hormones et les bonnes pour que le métabolisme aille bien? Les hormones de la thyroïde, c'est ce qu'on appelle la T4 ou la T3. Hein? Donc, quand il y a un dérèglement de la thyroïde, il y a un dérèglement, il y a une inhibition de la fabrication de la T4. La T4, en fait,
c'est une hormone réserve, c'est une espèce de réservoir. Elle est pas active. Et la T4, elle devient active quand elle est transformée en T3 active. Sauf que des fois, elle n'est pas transformée en T3 active, elle est transformée en T3R, T3 de réserve. Reverse, comme ils disent en anglais. Et la T3 active et la T3 de réserve ont toutes les deux les mêmes récepteurs. Donc, quand vous êtes en situation de stress, en réduction de calorique et en réduction glucidique, on l'a démontré, hein, la thyroïde, même si vous avez une très bonne TSH, même si tout va bien, même si la T4 arrive à activer de la T3, elle va activer la T3 de réserve. Et la T3 de réserve, elle est dominante sur les récepteurs par rapport à la T3 active. Donc, au final, si je vous fais un résumé, c'est que vous avez un TSH qui va bien, voilà. Vous avez de la T4 qui fait de la T3, mais vous faites de la T3 de réserve. Et la T3 de réserve, elle n'est pas active. Donc, vous êtes en hypothyroïdie. Mais votre médecin, il vous dit, tout va bien avec la thyroïde. Voilà. Allez, je repars, je continue, mais c'est pour vous dire que mince, quoi, il y a des données qui sont des données physiologiques, c'est les lois de la physiologie. Pourquoi on ne veut pas les entendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a du lévothyrox. Voilà, je l'ai dit. Allez hop, on continue. Allez, une autre chose, dernier truc, c'est la réduction des cycles futiles. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure pour faire bien. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle les cycles futiles? Quand votre insuline a fait son travail, qu'elle a amené le glucose dans la cellule, que la cellule a accepté ce glucose-là, ça rentre dans l'usine, la mitochondrie, qui, elle, va transformer ce glucose en ATP. Ok, super. Et cette usine-là, en fait, c'est le principe, on appelle ça la loi numéro 2 de la thermodynamie. On est vraiment... Enfin, s'il y a des scientifiques, la thermodynamie, ça leur parle. Hein. La loi numéro 2 de la thermodynamie, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et l'entropie, c'est... pour vous donner un exemple concret, c'est quand par exemple vous voulez fabriquer de la lumière, notamment avec des ampoules à incandescence, vous fabriquez aussi de la chaleur. Voilà. La chaleur, c'est un phénomène anthropique à la fabrication de la lumière. C'était pas ce qui était prévu, mais c'est quelque chose qui aussi se fait. C'est anthropique. Et bien, c'est pareil, quand on fabrique de l'ATP, on fabrique dans ces cellules-là, on fabrique donc cet ATP-là, cette énergie, mais il y a aussi des phénomènes anthropiques qu'on appelle les cycles futiles. Et ces cycles-là, ils sont super importants en fait. Plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que ces cycles-là, ils vont réparer plein de choses dans l'organisme. Et notamment, ils ont un lien, alors c'est de plus en plus compris, ils ont un lien avec le fait d'éviter que les cellules deviennent des cellules cancéreuses. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'une cellule cancéreuse, dans beaucoup de cancers, pas forcément dans tout ça, mais dans beaucoup de cancers, une cellule cancéreuse, c'est une cellule dont la mitochondrie, sur ces phénomènes anthropiques, dysfonctionne. Et en dysfonctionnant, au lieu d'aller réparer le système immunitaire, faire plein d'autres choses, elle fermente. Et cette fermentation génère des tumeurs. Ces fameuses métastases. Ok? Voilà. Donc, on sait aussi qu'il y a un lien métabolique, le cancer, et c'est avec ces trucs-là. Donc, il y a un lien, enfin, dans l'organisme, tout a un sens, tout est systémique. Donc ces phénomènes-là anthropiques, ils sont super importants. Tout ça pour vous dire que quand vous faites de la réduction calorique, eh ben, ces phénomènes, ces cycles futiles-là, vous les réduisez. Manger, une chose. Ok. Bon, si je résume,
Parce que j'ai axé aussi beaucoup sur la thyroïde en berne, qui l'ont plus.